Alors maintenant, on va passer à un deuxième concept. Après avoir traité la médiation, qui faisait l'objet de la vidéo précédente, on va traiter la modération. Donc, je vous invite à visionner la vidéo sur la médiation avant de regarder celle-ci. Vous trouvez le lien aisément sous cette vidéo. Donc, pour la modération, on part du même point de départ, c'est-à-dire on a une variable indépendante qui influence une variable dépendante. Donc par exemple, pour reprendre un exemple qu'on a déjà traité, le cas de Kitty Genovese, le nombre de gens qui sont présents, le nombre de témoins qui sont présents, prédirait la probabilité de venir en aide à la victime. Et donc, ici, l'hypothèse de Darley Laterney, c'est que plus il y a de témoins, plus petite est la probabilité qu'au moins l'un ou l'une d'entre eux vienne en aide à la victime. Question, est-ce que ce phénomène, on s'attend à ce qui se produise dans n'importe quel contexte, tout le temps? Est-ce qu'il y a des contextes où finalement le nombre de personnes présentes n'exercera aucun effet, que le fait qu'il y ait beaucoup de gens ou qu'il y ait peu de gens ne prédira pas la probabilité de l'aide? Vous pouvez vous poser cette question-là. Et je vous propose peut-être une situation dans laquelle ça pourrait être le cas. Imaginez par exemple que vous voyez quelqu'un qui a l'air de souffrir dans la rue, mais c'est pas très clair, hein, cette personne semble souffrir. Vous voyez qu'un policier se balade pas loin de cette personne, l'a manifestement vue et considère qu'il n'y a pas lieu de réagir. Là, je dessine un policier. D'accord, un policier à la française, là, voilà. Et il ne réagit pas. Peut-être que dans ce cas-là, finalement, les témoins se disent, si le policier ne fait rien, c'est que la situation n'est pas critique et qu'il n'y a donc pas lieu d'intervenir. Et donc que les gens soient nombreux ou en très petit nombre, finalement ça ne changerait pas grand-chose, il y aurait peu de chances, il y aurait aucune différence dans la probabilité d'aide. En fait, on compterait sur le policier pour aider la personne. Et donc si elle n'aide pas, ça veut dire qu'il n'y a pas lieu d'aider. Donc si on représentait ces résultats hypothétiques, hein, ici on pourrait les représenter sur un graphique. On pourrait regarder ce qui se passe ici quand il y a un policier et quand il n'y a pas de policier. D'accord ? Je vais dessiner deux barres. Une barre dans laquelle il y a beaucoup de gens qui sont présents, et donc dans ce cas-là, la probabilité d'aide sera très faible s'il n'y a pas de policier. C'est la situation habituelle de Darley et d'Athanel. Alors que si finalement il y a peu de gens, la probabilité sera élevée. Donc ici, peu de gens. Ici, beaucoup de gens. Inversement, quand il y a un policier, là on s'attend à ce que finalement la probabilité d'aide soit faible dans les deux cas, parce que même quand les gens sont tout seuls, c'est-à-dire la barre blanche ici, ou très peu nombreux, eh bien, ils n'aident pas parce qu'ils se disent qu'il revient aux policiers d'aider. D'accord ? Ce que vous voyez ici, c'est ce qu'on appelle un effet de modération. Un effet de modération, c'est un effet dans lequel l'effet de la VI sur la variable dépendante, donc la variable indépendante sur la variable dépendante, n'est pas le même selon la valeur d'une troisième variable qu'on va appeler le modérateur.
Et on voit ici que le policier, la présence d'un policier, joue le rôle d'une variable modératrice, hein, parce que quand il n'y a pas de policier, on observe le lien habituel, celui qu'on retrouve ici dans ce graphique. Quand il y a beaucoup de gens, on est moins que quand il y a peu de gens. Alors que quand il y a un policier, ce lien disparaît. Donc, une variable modératrice, c'est une variable qui transforme le lien entre la variable indépendante et la variable dépendante. Et c'est pour ça qu'on le note comme ceci. On appelle ça une variable modératrice. Et donc un modèle comme celui-là, c'est ce qu'on appelle un modèle de modération. Donc, prenons un deuxième exemple. On a donc une variable indépendante qui influence une variable dépendante. C'est un exemple qu'on a déjà traité dans l'étude sur la médiation, en tout cas un exemple très proche. On s'attache à la différence de diplôme entre un homme et une femme au sein d'un couple, et cette différence de diplôme prédirait la probabilité d'agression de l'homme, de la femme par l'homme, donc de violence conjugale. On s'attend donc à ce que lorsque l'homme a un diplôme inférieur à celui de sa femme, il soit plus susceptible de l'agresser. Par exemple, parce que sa conception de la virilité serait mise en danger. Donc si on pourrait représenter cette hypothèse de cette façon suivante, hein, si ici je mets la différence de diplôme, hein, et donc ici on aurait des situations où la femme a un diplôme supérieur à l'homme, ici des situations où la femme a un, non, ici des situations, excusez-moi, à gauche des situations dans lesquelles la femme a un diplôme inférieur à l'homme, et à droite des situations dans lesquelles la femme a un diplôme supérieur à l'homme. Et alors ici, en ordonnée, alors on va mettre la probabilité d'agression. Et donc si on fait cette hypothèse-là, l'idée en gros, c'est que il y a plus de chances d'être agressé, qu'il y ait une agression à droite qu'à gauche du graphique, plus on va à droite du graphique. Donc si on représente ici le modèle correspondant à notre hypothèse, si c'est un modèle linéaire, il ressemblera à ceci. Maintenant, on pourrait se poser une question. Est-ce qu'il y a des situations dans lesquelles cette différence, cet effet, si vous voulez, de la différence de diplôme, est-ce qu'il y a des situations dans lesquelles elle serait plus forte et d'autres dans lesquelles elle serait moins forte? Alors nous avions envisagé la possibilité que c'est la menace qui pèse sur la virilité ou la conception de la virilité ou des rôles que doit remplir un homme et une femme, par exemple, dans un couple, que c'est la menace que ça pèse sur cette conception qui expliquerait que les hommes agressent leurs femmes. Finalement, ils ressentiraient une menace par rapport à leur vision de ce qu'un homme et une femme doivent faire dans un ménage, et c'est à cause de ça qu'il y aurait agression. Alors si c'est ça l'hypothèse, on pourrait imaginer que dans des situations dans lesquelles la femme occupe un rôle qui est contraire, donc non seulement elle a un diplôme élevé, mais par exemple elle travaille dans, je ne sais pas moi, comme manager dans une entreprise avec un très haut niveau, et donc elle ne peut pas du tout remplir, elle a vraiment de la peine à remplir les rôles traditionnellement féminins qui seraient par exemple de gérer le foyer ou de s'occuper des enfants, etc. Bon, on pourrait imaginer que dans ces cas-là, la probabilité d'agression soit plus élevée encore, si on fait cette hypothèse-là. Donc dans ce cas-là, et je vais représenter ça avec une autre couleur, on pourrait imaginer que cet effet soit plus fort. D'accord ? Donc je vais dire que quand je représente cette ligne rouge, c'est femme non traditionnelle dans son rôle social. En revanche, on pourrait imaginer que lorsque cette femme occupe des rôles traditionnels, et donc ça va être en bleu, cette différence
cet effet finalement s'atténue, que finalement si la femme continue à faire ce qu'on attend d'une femme à la maison, donc si vous voulez, qu'elle reste une ménagère, qu'elle continue à s'occuper des enfants, peut-être en revenant du travail ou je ne sais quoi, eh bien que la probabilité de l'agresser ne dépendent pas ou dépendent moins en tout cas de la différence de diplôme. C'est-à-dire que même si l'homme a un diplôme inférieur et se sent peut-être euh, moins qualifié, en tout cas moins reconnu que sa femme de ce point de vue-là, ben, il va pas nécessairement plus l'agresser que si il a un diplôme supérieur, parce que finalement elle continue à remplir le rôle traditionnel qu'on demande d'une femme. Donc dans ce cas-là, on pourrait imaginer que les fesses disparaissent ou soient très très faibles. Donc vous voyez ce qui se passe ici, c'est qu'on avait une sorte d'effet général qui était une montée, euh, on le voit sur la ligne noire ici. Si on ne tenait pas compte du fait que la femme remplisse un rôle traditionnel ou pas, mais si on divise notre échantillon en deux sous-groupes, le cas où la femme continue à se comporter de façon traditionnelle et le cas où elle ne se comporte pas de façon traditionnelle, on voit que finalement la pente de cette droite, donc la force de la relation entre notre variable indépendante qui est en abscisse et notre variable dépendante qui est en ordonnée, eh bien, elle change. Et donc si on veut représenter cela graphiquement, excusez-moi, si on veut représenter ça du point de vue des conventions de notation d'un modèle, eh bien, on va devoir ajouter ici une variable modératrice qui est ici la conformité de la femme au rôle de genre. D'accord? Donc, cette conformité, elle module l'effet de la différence de diplôme sur la probabilité d'agression. Et on voit bien qu'ici, on n'est pas dans une médiation parce qu'elle n'explique pas cet effet. Si c'était une médiation, elle devrait l'expliquer. Non, elle ne l'explique pas, elle la module. L'effet change selon la conformité de la femme au rôle de genre. Donc passons à un troisième exemple. C'est l'exemple qu'on avait traité dans la vidéo sur la médiation. C'est celui de la menace du stéréotype. Donc l'idée c'était que la saillance des différences de genre, donc dire que le test de mathématiques auquel on allait confronter nos sujets féminins, qu'on allait comparer les résultats chez les hommes et des femmes, ça allait prédire la performance en mathématiques de ces femmes. En d'autres termes, que lorsque on dit cela par rapport à une condition de contrôle où on n'évoque pas de comparaison, on aura une performance plus faible chez les femmes. Donc ici, si on représente graphiquement le modèle, on pourrait le représenter de différentes façons, sous forme de barre ici. On pourrait dire que ça c'est la condition saillance, ça c'est la condition pas de saillance, contrôle. Et ici, on a la performance. D'accord? On pourrait aussi le représenter ici sous forme de barre, comme ça, sous forme de ligne ici. Donc ça, ce serait la condition saillance, pas de saillance, excusez-moi. Donc excusez-moi, là j'ai mal fait mon truc. Hop. Donc, dans la condition saillance, on a une performance faible, et dans la condition contrôle, on a une performance plus élevée. D'accord?
notre effet total est ici. Maintenant, de quoi dépend cet effet? Si on prend la théorie de Steele et Aronson, notre effet, là, tel que je viens de vous le décrire, il ne se produira que pour certains types de femmes. C'est des femmes qui sont identifiées au domaine. C'est ce qu'ils appellent des femmes finalement qui sont investies dans le domaine des mathématiques. Des femmes finalement qui se préoccupent peu des mathématiques, qui est un domaine qui ne fait finalement pas partie de leur définition d'elles-mêmes. Bon, elles font les tests de maths, mais ça ne les intéresse pas fondamentalement. Eh bien, elles ne se sentiront pas menacées par ce type de comparaison. Ça, c'est leur hypothèse. Alors, admettons que leur hypothèse soit correcte. Refaisons notre graphique précédent. Donc, dans le cas traditionnel de femmes identifiées, on s'attend à ce que la performance soit plus élevée dans la condition contrôle que dans la condition science qui est ici en noir. D'accord? Et ça, c'est donc notre condition, notre situation de femme identifiée au domaine des maths. Donc, je vais mettre un petit pi. Ici, la performance au test. Mais par contre, chez celles qui ne sont pas identifiées, donc celles qui s'en fichent, hop, donc je ne mets pas identifié. Finalement, on ne s'attend pas à de différence. Alors, chez ces femmes-là, on peut aussi s'attendre à ce que la performance soit globalement plus faible au test, mais qu'elle ne soit pas affectée par la science. Donc ici, on va obtenir un effet de ce type-là. OK? Donc en fait, ce qui se passe ici, c'est qu'on a une relation entre la science des comparaisons et la performance qui dépend d'une variable modératrice qui est le fait de s'identifier au domaine des mathématiques. Donc si je représente ça selon les conventions de présentation d'un modèle de modération, la variable modératrice ici, c'est l'identification au domaine des mathématiques. D'accord? Donc, une fois encore, je représente ça de cette façon-là, par une flèche qui, finalement, verticale, qui va toucher la flèche la flèche correspondant à l'effet qui nous intéresse. Et donc, ça veut dire que, finalement, l'effet d'une variable dépend de l'autre. On peut représenter cet effet de modération d'une autre façon si on prend un graphique en ligne. D'accord? Donc, en fait, la légende du graphique va être exactement la même. Identifié, pas identifié. Mais cette fois-ci, on aura donc ici, je vais prendre comme légende le cas ici où il y a la condition contrôle. Et je vais mettre des croix pour la condition science. Finalement, ce qu'on est en train de dire, c'est que dans la condition contrôle, la performance sera plus élevée si les femmes sont identifiées, en tout cas quand les femmes sont identifiées, que dans la condition science. Donc je mets le rond au-dessus de la croix. En revanche, dans la condition pas identifiée, les performances seront globalement plus basses, mais le rond et la croix seront plus ou moins au même niveau. Donc je les ai fait se superposer. Donc si maintenant je relie les deux ronds et je relie les deux croix, j'obtiens ceci. Et donc il y a quelque chose d'intéressant à remarquer. Quand on a un effet de modération, on constate que les deux lignes ne sont pas parallèles. Ça veut simplement dire que l'effet qui nous intéresse ici, donc on va trouver ici l'effet finalement qui est à moduler, cet effet-ci, il change selon les valeurs de la variable modératrice. Donc il est plus petit ici, il est même nul ici. Et donc ça se traduit par le fait que nos deux lignes ne sont pas parallèles. Ok?
Si l'effet ne dépendait pas de l'identification, donc si la différence entre nos deux variables, entre nos deux conditions, contrôle et science, était la même, quelle que soit l'identification, ben notre graphique, il ne ressemblerait pas du tout à celui que je viens de dessiner. Il serait comme ça. On aurait peut-être une performance plus faible chez les femmes qui ne sont pas identifiées, et c'est pour ça que j'ai dessiné mon rond et ma croix plus bas, mais la différence entre les deux conditions serait la même. Et donc, dans ce cas-là, nos lignes, elles seraient parallèles. D'accord ? Donc, un effet de modération se traduit par le fait que les lignes ne sont pas parallèles visuellement. Alors, un effet de modération, statistiquement, du point de vue des analyses statistiques, et donc en particulier de l'analyse de variance, il va en fait se traduire par ce qu'on appelle un effet d'interaction. Donc, statistiquement, finalement, l'interaction entre deux facteurs, c'est l'indication qu'on a obtenu un effet de modération. Et donc, une interaction, ça veut finalement dire la même chose. L'effet d'une variable indépendante sur une variable dépendante, donc ici la probabilité d'agression, dépend d'une autre variable indépendante qui est ici une variable modératrice. Ok, on va récapituler. Donc, lorsqu'on parle de modération, on s'intéresse à l'effet d'une variable indépendante sur une variable dépendante. Cet effet peut être grand, petit, positif, négatif, etc. Et ce qu'on dit, c'est que cet effet, il dépend d'une troisième variable, qui est la variable modératrice, et qu'on va représenter ici. Donc ça veut dire que l'effet va changer d'amplitude, voire même de direction, en fonction des valeurs, ou de ce qu'on appelle les modalités de la variable modératrice. Donc ici, vous voyez, j'ai représenté ça graphiquement. Vous avez votre variable dépendante ici. Votre variable indépendante, elle va être représentée par deux catégories de petits signes, croix et rond, et votre modérateur se trouve ici. Et donc, par exemple, ici, pour la première valeur de la variable modératrice, on aurait cet effet-ci, par exemple, c'est-à-dire que on a un effet de cette amplitude-ci, le x est très fort au-dessus du O, donc un gros effet de la variable indépendante. Et ce qu'on dit quand il y a modération, c'est que cette différence, elle va changer. Donc s'il n'y avait pas modération, la différence resterait exactement la même, comme c'est le cas ici. Et donc l'effet de notre variable indépendante sur notre variable dépendante serait le même, quelles que soient les valeurs de la variable modératrice. C'est ce que vous voyez ici. Donc la présence d'un policier, par exemple, ne changerait rien au fait que moins il y a de gens qui sont présents, plus grande est la probabilité qu'on ait d'une victime en détresse. En revanche, si l'effet change, donc on pourrait imaginer ceci par exemple, que la différence diminue, eh bien alors on pourrait parler d'effet de modération. On voit que la différence ici, à droite, est plus petite que la différence à gauche, donc que l'effet de la variable indépendante à gauche. Il y a d'autres situations encore, on pourrait imaginer. Regardez, par exemple, on pourrait imaginer que l'effet s'inverse totalement. D'accord ? Ici. Donc alors que l'effet allait dans un sens lorsque le modérateur avait la première valeur, l'effet allait dans l'autre sens. Donc les ronds vont au-dessus des croix, alors que précédemment les croix allaient au-dessus des ronds lorsque le modérateur a la deuxième valeur. Donc tout ça sont des cas
de modération. Dernière question. Comment différencier médiation, modération, sur base de tout ce qu'on a dit précédemment? Alors, en fait, il y a une façon très simple de répondre à la question. L'élément central, c'est de se dire que on part toujours de la même chose, l'effet d'une variable indépendante sur une variable dépendante. Et donc, je reprends le cas de Kitty Genovese. Et donc, plus il y a de gens présents, plus la probabilité d'aide est faible. D'accord? Alors, la modération, elle répond à la question quand. Quand est-ce que cet effet va être plus ou moins important? Est-ce que l'influence du nombre de gens sur la probabilité d'aide, quand est-ce que cet effet va être plus fort, moins fort, changer de direction éventuellement? La médiation répond à une autre question, c'est pourquoi. Pourquoi le nombre de gens influence-t-il la probabilité d'aide? Si on repart de notre relation entre variable indépendante et variable dépendante, la modération se note donc comme ça, on l'a déjà vu, et la médiation se note comme ça. Si vous vous demandez si une variable est une médiatrice ou une modératrice, c'est simple. Il suffit de voir si elle répond plutôt à la question quand ou à la question pourquoi. La présence d'un policier, c'est plutôt une variable qui répond à la question quand. Quand un policier est là, le nombre de gens aura une influence plus faible lorsqu'un policier n'est pas là. Ça ne répond pas à la question de la médiation et vous pouvez vous en rendre compte très facilement. Ça n'a pas de sens de se demander si le nombre de gens influence la présence du policier. Il n'y a pas de raison que le nombre de témoins influence la présence du policier et on ne se demande même pas, en tout cas ce n'est pas l'objet du modèle ici, si la présence du policier va faire qu'on va plus ou moins aider. Ça n'est pas la question. Donc si vous pensez à cette variable présence du policier, c'est clairement une variable qui relève ici de la modération. Par contre, la diffusion de responsabilité, c'est une variable qui explique l'effet de la variable indépendante sur la variable dépendante. Et effectivement, on s'attend à ce que lorsqu'il y a plus de gens, on se sente moins responsable. Donc c'est une question, c'est une variable qui répond à la question pourquoi.